Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours sur le chapitre 9 sur l'atome, l'élément de base de la matière, et on va voir un petit peu les ordres de grandeur dans l'atome. Eh bien, un atome, c'est extrêmement petit. Donc ici, vous pouvez mettre vos propres estimations des tailles d'une cellule humaine, d'un atome d'hydrogène, d'une mouche et d'un Empire State Building. Je vous laisse les placer sur l'échelle de taille ici, et regardez un peu ce que vous donnez vous-même comme échelle de façon intuitive. Mettez la vidéo sur pause. Voilà. Bon, alors avec des vraies tailles ce coup-ci. Eh bien, avec les vraies tailles, vous voyez, ça c'est la différence de taille entre l'Empire State Building et une mouche, entre une mouche et une cellule humaine. On voit que c'est plus ou moins proportionnel ici. Et puis on voit la taille d'un atome d'hydrogène. On voit que l'atome d'hydrogène est beaucoup plus petit qu'une cellule humaine, de plein d'ordres de grandeur. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'un atome, c'est extrêmement petit. Alors, comment est-ce qu'on a étudié les atomes, vu qu'ils sont si petits? Eh bien, la meilleure façon pour les chercheurs de trouver un peu à quoi ressemblait un atome, c'était tout simplement de faire une petite expérience dans laquelle ils avaient placé un petit peu d'uranium dans une chambre en plomb. Je vous montre. Donc, ils prenaient une chambre en plomb, comme celle-ci, donc c'est un gros cube, et dans ce gros cube, il y avait un trou, et dans ce trou, ils y ont mis un petit peu d'uranium. Cet uranium est radioactif. Ça veut dire que de façon constante, il relâche des particules à très grande vitesse dans l'atmosphère. Ce qu'il a fait aussi, le monsieur, c'est que il est venu avec un aimant, avec ici un pôle positif et là un pôle négatif. Il a mis derrière ces aimants une feuille en or, très fine, vraiment une feuille de papier en or, pas une feuille de papier, l'épaisseur d'une feuille de papier mais en or. Et enfin, tout au fond ici, il a mis un filtre photo. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé 3 types de particules. Premier type de particule, une particule qui va tout droit, qui n'est pas déviée par les aimants, mais qui a du mal à traverser la feuille d'or. Alors il s'est dit, s'il n'est attiré ni par le plus ni par le moins, ça veut dire qu'il n'est pas chargé. Donc ça veut dire qu'il est neutre. S'il a du mal à traverser la feuille d'or, étant donné que les atomes d'or sont très gros, eh bien, c'est très certainement parce qu'il a du mal à passer à travers. Ça veut dire qu'il est lui-même gros. Donc ça veut dire que ça, c'était une grosse particule et qu'elle était neutre, vu qu'elle n'était pas chargée. Il a ensuite observé une deuxième particule. Une particule qui était attirée par le moins et qui avait du mal à traverser la feuille d'or. Elle laissait une trace en bas de la feuille du côté moins. Celle-ci, vu qu'elle était attirée par le moins, comme les opposés s'attirent, elle était donc positive. Et comme elle avait du mal à traverser la feuille d'or, c'est qu'elle était aussi grosse. Donc une grosse particule positive et une grosse particule neutre. Et enfin, il a observé une troisième particule attirée par le côté plus, qui avait des facilités à traverser la feuille d'or. Si jamais elle arrivait à traverser facilement la feuille d'autre, ça veut dire qu'elle était petite, c'était une petite particule. Et comme elle était attirée par le plus, ça veut dire qu'elle était négative. Donc, une grosse positive qu'il a appelée le proton, une grosse particule neutre qu'il a appelée le neutron, une petite particule négative qu'il voulait appeler plutôt le négatron, mais étant donné qu'en fait cette particule-là, on la connaissait déjà, vu que c'était la particule qui servait pour l'électricité, elle avait déjà un nom, c'est déjà l'électron. Donc celles-là ont été déjà découvertes, mais on ne savait pas vraiment où elles se trouvaient dans l'atome. On sait qu'elle compose la matière, et on sait qu'elle est petite et négative. Hop. Si on les classe par ordre croissant, on se rend compte d'une chose, c'est que donc que les électrons sont beaucoup plus petits que les neutrons et que les protons, qui ont plus ou moins la même taille. On pourrait même mettre un égal ici, quasiment. Donc quasiment la même taille. Au niveau des charges, le proton est positif, le neutron est neutre, et l'électron est négatif. Ce qu'on va noter ici. Les atomes sont donc constitués de protons qui sont plus gros et chargés positivement, d'électrons qui sont plus petits et chargés négativement, et de neutrons qui sont neutres et qui sont plus gros. Maintenant, on va se demander un peu quelles sont les positions relatives de ces particules. Alors, prenons une petite analogie.
pour le modèle atomique, entre les planètes et la Lune, par exemple. Si je prends la Terre et la Lune, on voit que la Lune, qui est plus petite, va venir tourner autour de la Terre. Et si je prends par exemple le Soleil, eh bien le Soleil qui est plus gros, eh bien la Terre va tourner autour du Soleil. Donc le plus petit tourne toujours autour du plus gros. Donc suivant ce modèle-là, on se dit que certainement les électrons plus petits gravitent autour des protons qui sont plus gros. Et ensuite, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a entre les deux particules. Eh bien, si entre la Terre et la Lune, il y a du vide, eh bien, entre le proton et l'électron ici, il y a aussi du vide. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de vide dans un atome. L'atome est plus de 90% du vide. Et comme vous êtes composé d'atomes, ça veut dire que vous êtes vous-même à plus de 90% du vide. Vous avez très très peu de protons et de neutrons et d'électrons dans votre corps par rapport au vide. Si on devait maintenant vous racrapoter pour que vous preniez un minimum de volume, on enlève tout le vide, eh bien vous tiendrez même pas dans une tête d'épingle. Alors ici la Lune est comparée à l'électron, avec sa charge négative, et la Terre est comparée à un proton avec sa charge positive. Qu'y a-t-il entre les deux? Tout simplement du vide, du rien. Pourquoi la Lune et l'électron ne tombent pas sur la Terre, le proton? Simplement parce qu'ils sont en rotation l'un autour de l'autre, donc ils ne tombent pas, tant qu'ils sont en rotation tout va bien. Il manque une particule à ce modèle, eh bien c'est le neutron, et comme il est gros, il se trouve très certainement aussi à côté du proton. Donc si on avait un neutron, le neutron se trouverait ici, comme il est gros, à côté du proton, pendant que les électrons tournent autour. L'élément qui est au centre ici de l'atome, on l'appelle le noyau. Donc dans le noyau, on a des protons et des neutrons, et autour du noyau viennent tourner des électrons. Donc les électrons sont plus petits, chargés négativement, et tournent autour du noyau. Les protons sont plus gros, chargés positivement, et sont dans le noyau. Les neutrons sont plus gros, ils ne sont pas chargés, et ils sont dans le noyau. Les neutrons et les protons, comme ils sont concentrés dans le noyau, on les appelle aussi les nucléons. Pourquoi nucléons? Parce que nucléus, ça veut dire le noyau. Donc les nucléons, c'est des particules qui sont dans le noyau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un atome, il respecte la neutralité électrique. Ça veut dire quoi la neutralité électrique? Ça veut dire qu'il a autant de charges positives que de charges négatives. Il a autant de plus que de moins. Si j'ai un proton, j'ai un électron. Si j'ai 3 protons, j'ai 3 électrons. Vous voyez, ici, les deux atomes respectent la neutralité électrique. Quant au nombre de neutrons, on verra un peu plus tard comment calculer la quantité de neutrons qu'on a dans un atome. Donc, pourquoi parle-t-on de neutralité électrique? Tout simplement car on a autant de protons plus que d'électrons moins. L'atome, au total, il est donc neutre. Si on a 3 plus et 3 moins, il est donc neutre. Que se passe-t-il si on arrache un électron? Si on retire un électron, l'atome n'est plus neutre, car le nombre d'électrons négatifs n'est plus égal au nombre de protons positifs. Donc imaginons qu'on vienne arracher l'électron ici. Il y a le moins qui est parti, il reste donc qu'un plus, ce qui veut dire que votre atome il va être chargé positivement. Par contre, à l'inverse, si je viens ajouter un électron ici, j'ai donc 2 moins pour 1 plus, ça veut dire que votre atome il est chargé négativement. Alors, quand on vient ajouter et retirer, ou bien alors retirer un électron, on appelle ça un ion. Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Et le fait de venir ajouter ou retirer des électrons, ce phénomène s'appelle l'électrisation. Donc, quand on électrise un atome, c'est qu'on lui rajoute ou qu'on lui retire un électron. Et un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, ça devient un ion. Quand il est un ion, ça veut dire qu'il n'est plus neutre électrique, car la neutralité électrique, c'est quand on a autant d'électrons que de protons. Au niveau des symboles, le proton, on l'appelle P+, le neutron, on l'appelle N0, et l'électron, on l'appelle N-. On représente le proton avec une boule positive, que je vais même rajouter un petit code couleur par-dessus, une boule positive rouge, le neutron, une boule neutre noire,
Et enfin, l'électron, une petite boule négative verte. Donc ça, c'est le code couleur qu'on utilisera quand on fera les modèles atomiques. À retenir, important. Le proton est positif, le neutron est neutre, l'électron est négatif. On trouve les protons et les neutrons dans le noyau, c'est pour ça qu'on les appelle des nucléons. Et les électrons sont en orbite autour du noyau. Très bien. Donc si on prend le tableau périodique, et qu'on regarde une des cases du tableau périodique, il y a 2 chiffres à connaître. Ces 2 chiffres à connaître, c'est la masse atomique et le nombre atomique, le numéro atomique. Regardons ici mon tableau périodique. Oups, je l'ai fermé. Excusez-moi. Je suis à vous dans un instant. L'homme qui panique. Il ne retrouve plus son tableau périodique. Ce PC... Oh, allez, plutôt. Contretemps, musique d'attente. Voilà, si on reprend le tableau périodique qui est juste ici, eh bien on peut voir que, si on zoome, chacune des cases a 2 chiffres. Il y a celui-ci qui s'appelle le nombre atomique, vous voyez, le nombre atomique, et il y en a un deuxième qui s'appelle la masse atomique, qui est ici. Et c'est comme ça pour chacune des cases. À chaque fois, la page qui est en PLS, elle n'arrive plus à charger. À chaque fois, on a le nombre atomique, et on a ici la masse atomique. Petit calcul à faire pour savoir le nombre de neutrons, le nombre de protons et le nombre d'électrons, c'est qu'en fait, le nombre atomique, qui est ici, pour cette case, il est de 29. Ça veut dire que pour le cuivre, on a 29 protons, et étant donné qu'on a neutralité électrique, ça veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons, ça veut dire qu'on a aussi 29 électrons. Donc le nombre atomique, c'est le nombre de protons, et vous pouvez même rajouter que c'est aussi le nombre d'électrons. Pour trouver le nombre de neutrons, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est simple. Vous voyez, ça c'est la masse atomique, c'est le poids que fait un atome. Et la masse atomique, c'est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Si je veux trouver mon nombre de neutrons, ben c'est facile, je connais mon nombre de protons. C'est mon numéro atomique. Donc je vais prendre la masse atomique, 63. Cette masse atomique, c'est le nombre de protons et de neutrons. Et si je veux trouver mon nombre de neutrons, ben je vais faire 63 moins mon nombre de protons, donc moins 29. Si je fais masse atomique moins nombre atomique, je vais trouver simplement le nombre de neutrons. 63 moins 29, eh bien ça fait 31, 31 plus 3, ça fait 34. On a donc 34 neutrons. 34 neutrons. Et ça va servir pour tous les exercices. Vous en faites pas, je vais le répéter souvent. Alors, on fera les exercices au prochain épisode, à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Salut!